es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Anita Doroglode. Je suis art-thérapeute et psychopédagogue. Alors, art-thérapeute et psychopédagogue, ça va bien ensemble. Donc, pour moi, je ne veux pas être l'un sans l'autre, en sachant que je suis d'abord art-thérapeute. Alors, art-thérapeute, l'art-thérapie, ça englobe plusieurs arts. Donc, musique, danse, théâtre, art plastique. Mais moi, j'ai commencé avec la musicothérapie et je suis allée vers la thérapie plastique parce que c'est ce qui me tient plus à cœur. Pas par conviction que ça marche mieux ou pas, mais ça correspond plus à ce que moi je sais faire. Voilà. Je me sens plus alignée, mais je suis très convaincue par la musicothérapie active. Voilà. C'est une forme de musicothérapie qui engage le corps, et la thérapie plastique engage le corps. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce que tu fais? Alors, l'art-thérapie, l'idée officielle, parce que je pense que depuis toujours, je fais de l'art, mais de façon très... j'engage mon corps avec la nature, la terre, l'argile. Voilà, depuis toujours, ça a été, ou bien quand c'était de la peinture, c'était pour peindre des arbres, etc. Depuis toute petite. Et donc, l'art-thérapie, ça a été je dirais, Une continuité? Une continuité, mais vraiment, c'était logique, c'était évident. Évidemment que c'était pas évident pour moi lorsque j'étais plus jeune, parce que je savais pas que ça existait. Quand j'étais jeune, je voulais être infirmière. Et une infirmière qui s'évanouit quand elle voit du sang, ça marche pas. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Voilà, donc... et puis l'art, c'est le soin. L'art-thérapie, c'est le soin. L'art... Donc tout ça, c'est vraiment un ensemble de choses qui se rencontrent à ma maturité. Voilà. Donc l'art-thérapie, ça me semble... Je suis vraiment à ma place. D'accord. Voilà. Donc finalement, l'art-thérapie, c'était une évidence. C'est une évidence. Voilà, c'est une suite logique de finalement ce que tu portes depuis toute petite. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé les gens et le soin, être sensible aux autres, à leur bien-être, et à les aider à aller, pas forcément aller mieux, mais mieux vivre ce qu'ils vivent. Voilà, parce que on n'est pas, voilà, je ne suis pas une magicienne, mais accompagnée. Et ça a toujours été quelque chose qui a été présente et lors de ma scolarité et lors de mon adolescence. Et voilà, donc là, c'est vrai que c'est vraiment un rassemblement de toutes ces choses dans le métier d'art-thérapeute. Qu'est-ce qui t'a décidé à y aller? Alors, ce qui m'a décidé, une fois de plus, ça a été un chemin, c'est-à-dire que ce n'était pas du jour au lendemain. J'ai commencé par me rendre compte que être en interaction autour de l'art avec déjà des enfants, quand j'avais mes enfants petits, maman de 4 enfants, c'était évident que engager le corps et dans la vie par l'art. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai fait partie de projets. J'ai créé une association qui s'appelle le Rond-Point des Galopins. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Rond-Point des Galopins. Et là, on a des ateliers sur les 5 sens. Donc, les 5 sens, forcément, il y avait une partie aussi plastique et musique, etc. Et par ce biais, je suis arrivée à m'intéresser à l'éducation spécialisée, donc aussi, voilà, s'intéresser à l'autre, comment aider l'autre, accompagner l'autre à vivre sa vie au mieux. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que du coup, j'ai commencé des études. Et avec ces études, sciences de l'éducation, j'ai pu rentrer dans un poste pour travailler avec des enfants autistes et après avec des adultes autistes.
Et c'est ce chemin, mais c'était avec de la musicothérapie. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi entamé des études de musicothérapie pour vraiment comprendre ce que je faisais et pourquoi ça marchait. Et voilà, donc j'ai compris. Donc l'art-thérapie, au bout d'un moment, je sentais vraiment que la musicothérapie, j'étais pas suffisamment alignée pour pouvoir accompagner d'autres en musicothérapie. Pas suffisamment, voilà. Donc j'avais envie d'encore des outils et où j'étais plus ancrée. Et c'est là où mon mari m'a encouragée, dit vas-y, l'art-thérapie. Fais des études d'art-thérapie et du coup j'ai commencé une formation et dès le premier jour je me suis dit je suis chez moi. Dans cette formation je me suis vraiment sentie à l'aise et c'est là où j'ai su que c'était ma place. Après évidemment il y a des ajustements constants à faire, il y a des supervisions constantes pour ne pas être seule justement. Qu'est-ce qui s'est passé en toi en faisant le projet ? Alors au fur et à mesure que je trouvais ce chemin et mon alignement, j'ai plus trouvé ma place. Enfin, je me sentais moins bien en institution où je travaillais et j'avais envie de plus de liberté et en même temps voilà, être plus juste avec les patients avec lesquels j'ai travaillé. Donc j'avais envie de démissionner. Donc j'ai démissionné et j'ai donc pris un temps pour me rendre compte de comment et où est-ce que tout ça se passerait, la suite. Je savais que j'avais envie de travailler en indépendant, libéral, mais voilà, le où et le comment, c'est resté flou 2 ans où j'ai accueilli donc du coup et ensuite j'ai eu cette proposition de là où je suis, donc à la briqueterie, et ça a été voilà, j'ai eu le soutien qu'il fallait et ça a été une évidence une fois de plus. C'était un chemin, voilà, c'était évident que c'était là qu'il fallait que ça se passe. C'est au 3e étage, c'est sous les combles, avec des Velux magnifiques, enfin la lumière, il y a tout ce qu'il faut. Ça ne sera pas de la musicothérapie, mais voilà. Et donc cet espace, c'était une réponse en disant vas-y, c'est là où tu dois être et voilà, Oui, c'était encore une évidence finalement. Voilà. Ça s'est présenté, donc la briqueterie c'est une pépinière d'entreprise, mais c'est surtout aussi des ateliers d'artistes. Donc tu as créé ton espace à toi, ton atelier dans la briqueterie, donc voilà. Au 3e étage, et effectivement il y a une lumière extraordinaire. Voilà. Et tu te sens pleinement à ta place. Absolument. Voilà. Donc c'est un lieu d'accueil, de soins, mais aussi de créativité et où on s'y sent bien. Voilà. Je suis heureuse là. Ouais. Et du coup, tes patients, on les appelle tes patients ? Alors, oui, c'est... étant d'origine bilingue, biculturelle, anglophone, de parents d'origine française, bref, c'est vrai que je suis entre les deux appellations. Les Anglais les appellent les clients et en France on appelle les personnes qui viennent vers nous des patients. Je pense, peu importe, ce sont des personnes et qui sont en demande d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un mot voilà. mieux que ça ? Je ne sais pas. Voilà, très bien. Je suis... j'accueille. Tu accueilles, voilà. Est-ce que tu as eu des points de blocage te donnant envie de baisser les bras ? Oui, sur ce chemin, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments difficiles. Difficiles pour moi, voilà. Pas difficiles, mais difficiles pour moi. Premièrement, dans le chemin, la chose la plus difficile pour moi, c'était l'éducation nationale française en général, et en particulier la reconnaissance de mes diplômes ou la non-reconnaissance de mes diplômes de l'étranger. Pourtant, voilà, c'était
C'était reconnu par d'autres pays du monde, mais pas en France. Et donc ça, c'était comment faire pour être reconnu. Et ça a démarré quelque chose qui n'était pas très sain de recherche, de reconnaissance sur le marché du travail avec un diplôme qui était reconnu en France. Donc ça, c'était un obstacle pour moi, parce que du coup, c'était vraiment des croyances et des empêchements constants qu'il fallait que j'abats. Oui. Il fallait vraiment que je m'en débarrasse et que je lutte contre ça. Et c'est revenu du coup quand j'ai commencé à pratiquer la musicothérapie active. En France, la musique, c'est un objet, c'est pas, on le vit pas comme autrefois. Au Moyen-Âge, c'était on danse, on chante et on fait de la musique avec un instrument. Et c'était trois choses qui s'articulaient. Et là, actuellement, la musique, c'est un objet. Donc, quel instrument fais-tu ? Voilà, c'est la question. Est-ce que tu fais du solfège ? Et pour moi, c'est vivre la musique dans son corps. Du coup, tout de suite, c'était est-ce que je suis légitime ? Voilà. Donc ça, c'était un obstacle. J'ai lutté un peu contre, mais ça m'a emmené à m'aligner avec l'art-thérapie plastique. Donc j'ai trouvé ça, mais en art-thérapie plastique, il y a quand même un mémoire à écrire, et il fallait que je l'écrive en français. Ma langue de scolarité et d'enfance, c'est l'anglais. Et du coup, ça, c'était un petit obstacle, même un très gros obstacle, parce que voilà, il y avait des tournures des phrases, enfin, il fallait écrire un mémoire sur des sujets sensibles et dans une langue qui n'est pas vraiment la mienne. Enfin, voilà, je suis bilingue, biculturelle, mais ça c'était un obstacle. On peut dire aussi où est-ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Oui, je suis née au Zimbabwe et donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Afrique australe, au Zimbabwe, au Swaziland, et j'ai fait ma scolarité au Zululand. Voilà. Donc, pour expliquer. Donc, beaucoup d'anglais, la scolarité a été en anglais, mes études universitaires en anglais, et mes parents francophones d'origine de l'île Maurice. Donc bilingue, biculturel, je n'ai pas le prétexte de dire je ne connais pas la langue française, mais là, c'était un obstacle et il fallait vraiment que je lutte pour faire abstraction et écrire mon mémoire. Et écrire ton mémoire. Et les soutenir en français. Oui, en plus. Ouais. Et c'est aussi pour ça que tu as peut-être cette appréciation de la musique qui est différente que ce que nous, les Français, on a par rapport au conservatoire, etc. Toi, tu as baigné dans une culture aussi qui était peut-être qui a un accès à la musique qui est plus libre et plus ouvert. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas vécu de façon très proche avec les autochtones. Voilà, j'étais pas dans les mêmes villages parce que c'était la politique à l'époque, mais c'était imprégné en moi. On l'entendait. Enfin, c'était vraiment une ambiance constante où on entendait et de la musique sur des karimbas et de la musique tam-tam. Enfin, c'était toujours dans l'air quelque part, loin, près, c'était toujours là. Ouais. Et puis les voix africaines très chaudes, la voix en elle-même, c'est une nuance, un instrument, c'est magnifique. Il suffit d'oser. C'est des cordes vocales, hein, donc c'est un instrument à cordes, on va dire. Voilà, mais on oublie. Oui, on oublie. Et on oublie qu'on en a chacun cet instrument et qu'on n'ose pas, moi la première, l'utiliser à son potentiel. Et j'ai un obstacle qui était quand même... j'aime pas dire que c'est un obstacle, parce que étant maman de 4 enfants, ça n'a pas été facile de continuer mon chemin et voilà, et tenir mon chemin. Donc j'avais commencé des études pas correspondance lorsque j'ai eu la nouvelle que j'étais enceinte de mon 4e enfant, en disant ça, il me le faut, parce que je veux rester aussi... Je veux être maman, mais je veux rester aussi autre chose, une femme qui va avoir une carrière, qui va continuer à faire ce qu'elle aime, mais
une maman épanouie. Voilà, donc ça c'était un équilibre trouvé qui n'était pas, c'est pas téléphoné. Ouais. Il faut le travailler et ça a été, enfin je suis très heureuse d'avoir réussi ce défi parce que c'est un défi mais il ne faut pas le lâcher. Oui, exactement, parce que maman de 4 enfants, oui, c'est pas évident. Ouais. Certaines lâchent et ne reviennent pas d'ailleurs. Hein. Alors il faut savoir que j'ai fait ces études-là, c'était une licence, mais sur 4 ans. Et je me suis donné le temps, en sachant que j'avais 4 enfants, dont la naissance du 4e pendant ma première année. Et j'ai pris mon temps, j'ai fait module par module, mais je l'ai fait. Et ça m'a vraiment... ça m'a maintenu un cerveau qui fonctionne encore, je crois. Ouais. Voilà. Oui, puis tu t'es respectée aussi dans le rythme. Voilà, tout à fait. J'ai dit, oui, je ne vais pas le faire tout d'un coup, mais je vais le faire quand même. Voilà. Et je l'ai fait. Ah, bravo, c'est super. Qu'est-ce qui fait que tu as continué malgré tout? Parce que j'étais vraiment dans mon sujet, j'étais vraiment alignée, donc je le sentais. Je le sentais, c'était légitime. Je sais que c'est pas le mot qu'il faut, mais je me sentais vraiment à ma place. Et ça continue, et il y avait, tout me disait que c'était ça. Donc je vais continuer. Et c'est magnifique comme sensation de savoir qu'on est à sa place et qu'on est maître de sa vie. On est maître de sa carrière. Voilà, ça aussi, ça me donne envie de continuer parce que je sais que je maîtrise mon travail, je maîtrise mes horaires, enfin, c'est moi qui décide de mon emploi du temps, de mes engagements ou pas. Si je ne veux pas faire un projet, je peux dire non. Si je sens que je ne suis pas alignée avec le projet, je peux dire non. Et ça, je pense que c'est sain. C'est sain pour moi, c'est sain pour mon entourage. Oui, ça donne un équilibre à tous les points de vue. Voilà. À chaque fois que je suis en train de travailler et que je me sens bien, je culpabilise presque en me disant voilà, tellement j'aime ce que je fais et que je suis alignée que parfois je culpabilise que je ne suis pas en train de travailler. Tellement c'est naturel, c'est bon, c'est... Voilà. Donc c'est... Écoute, ne culpabilise pas et sois pleine de gratitude pour ce que tu t'offres. Ça serait mieux. Et ça permet aussi de rester dans ce domaine de créativité, d'avoir la joie de voir les gens s'éclore, s'épanouir à travers se découvrir, à travers leur créativité. Et aussi apprendre à vivre avec ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait tenir en haleine, voir les gens qui continuent à vivre ce qu'ils sont en train de vivre, mais mieux. Est-ce que tu penses qu'on peut y arriver seul? Non, je ne pense pas qu'on peut y arriver seul. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on peut y arriver seul. Parce qu'il y a des moments de solitude extrêmes, possibles, mais il ne faut pas rester seul. Donc, il y a tellement d'aide. Si ce n'est pas la famille proche, moi en tout cas, la famille proche m'a beaucoup soutenue. Et aussi, mon lieu de travail, c'est un lieu où il y a d'autres personnes avec les mêmes passions, en tout cas, soins et art, séparément ou ensemble. Et je pense que on a besoin de se nourrir des autres, de se nourrir de leur compagnie, de leur regard constructif. Oui, donc je pense que non, on n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas seul, et en tout cas moi je ne serais pas arrivée seule, je pense. Et premièrement, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui m'accompagne depuis toujours, pas depuis ma naissance, avec la petite phrase: le matin, on se réveille et on regarde ce qui va bien.
un petit truc qui va bien. Et cette phrase m'a accompagnée tout le temps. Et donc, je ne peux pas dire que j'étais seule. Parce qu'il y a toujours eu ça. Mais il faut... Ouais, non, il ne faut pas être seul. Il faut toujours aller se nourrir de gens. Mais de gens qui nous admirent ou qui sont d'accord avec ce qu'on fait. Il ne faut pas aller chercher l'encouragement ailleurs. Voilà. Ceux qui comprennent ce qu'on fait et ceux qui soutiennent ce qu'on fait. Sans les gens qui viennent me voir pour de l'aide, je ne peux pas y arriver. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Sans tes patients, tu ne peux pas y arriver. Non. Et sans mes superviseurs, parce que je suis supervisée par des gens de l'école où j'ai été formée, et sans supervision, je ne peux pas non plus. Je ne peux pas être seule. Je suis seule avec un patient parfois en rendez-vous, mais il y a toujours une supervision si jamais il y a des choses qui me semblent difficiles ou je ne sais plus comment accompagner. Je suis en supervision une fois par mois, donc voilà. Non, jamais seule. Voilà. Je pense que c'est même dangereux seule. Parce que... tu serais ermite. Hein. Enfin, en tout cas, tu te couperais des relations. Donc, ça serait peut-être en contradiction d'ailleurs avec l'art-thérapie. Hein. Voilà, en art-thérapie, on peut pas le faire. Enfin, on peut pratiquer seul, mais c'est toujours avec une supervision. Donc, et je dirais que c'est même dangereux de ne pas avoir cette supervision parce que ça peut induire une fausse toute puissance qui peut être malsaine. Et du coup, on n'est plus dans le soin, on n'est plus dans l'accompagnement. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure? Alors, s'accrocher et toujours se rappeler de ses propres besoins. Quels sont nos besoins à nous? Quels sont nos besoins à soi? Et à partir de là, voilà. Et s'accrocher. Rester sur ça comme colonne vertébrale. Qu'est-ce que j'ai besoin moi pour que ça puisse se faire? Et est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Voilà. Et ne pas lâcher l'affaire. Ne pas laisser les gens nous décourager. Ça, on n'a pas besoin. C'est vraiment pas un besoin. Rester autour de gens qui nous encouragent, qui veulent notre bien, mais vraiment sincèrement. Voilà. S'accrocher. Ne pas lâcher l'affaire. Et toujours regarder sur l'horizon. Ne pas regarder ses pieds. Parce que oui, certes, il faut regarder où on marche, mais il faut aussi regarder vers où on va. Et quand c'est trop dur, il vaut mieux regarder vers l'horizon. Voilà. Voir où on veut aller, dans quelle direction on veut aller. Et un peu comme une posture de yoga. Quand on est en posture d'équilibre de yoga, il faut avoir un point de repère à distance et bien rester focalisé dessus. Voilà. Il y aura des distractions, il y aura des gens qui vont dire non, c'est n'importe quoi. Il faut rester, voilà. Est-ce que c'est son besoin à soi? Si oui, on y va, on continue et peu à peu. J'aime bien la métaphore d'avoir un panier et cueillir au fur et à mesure d'un chemin ce dont on a besoin pour faire sa popote, sa confiture, j'en sais rien, mais voilà. On prend doucement, on ne va pas tout avoir tout de suite, il faut être patient. Il y a ça aussi, la patience, la temporalité. Je reviens aussi à la temporalité, c'est aussi dans la musique. Dans la musicothérapie active, on utilise beaucoup la temporalité. C'est des choses qui reviennent, qui s'élaborent, qui se subliment au fur et à mesure. Il faut attendre, il ne faut pas être pressé. Il faut être patiente avec soi-même aussi. Y a-t-il des choses que tu ferais différemment? Alors, si je dis oui, c'est que tout aurait été
le résultat aurait été différent, parce que c'est le chemin qui compte. Mais en même temps, j'aurais bien été contente de savoir, très jeune, qu'il existait le métier de psychomotricienne, le métier de art thérapeute, parce que ce sont deux, musicothérapie aussi, mais je pense que la psychomotricité, c'était le métier reconnu et dans lequel j'aurais pu pratiquer l'art-thérapie en attendant que ça soit reconnu. Et ça l'est maintenant, c'est reconnu maintenant, enfin. Mais voilà, ce chemin reconnu par l'État, reconnu par le monde du travail. Et qu'est-ce que j'aurais fait différemment d'autre? Non, je pense que c'est un chemin, je pense que j'ai fait un chemin, un beau chemin. Je suis contente, je pense différemment. J'aurais peut-être fait un petit saut à l'étranger pour aller vivre, quelques années de pratique d'art-thérapie au Canada, en Nouvelle-Zélande peut-être. Parce qu'ils ont des particularités ou... Parce que l'art-thérapie au Canada, c'est une évidence. Alors qu'en France, on a encore beaucoup de mal. Dans les pays anglophones, ça fait un certain temps que c'est... Voilà. C'est depuis les années 50 que ça existe. Et là, en France, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'art-thérapie. Voilà, donc j'aurais peut-être été voir un peu, ça m'aurait peut-être conforté dans dans ma posture d'art-thérapeute. Ouais. Et pourquoi, justement, c'est intéressant de se demander pourquoi c'est plus développé dans les pays anglo-saxons que, on va dire, dans les pays latins ou européens. Bonne question. Bonne question. Non, mais je sais pas. Hein, peut-être que alors, en art-thérapie, en tout cas l'école que j'ai suivie, c'est pour ça que j'étais bien. C'est beaucoup basé, bien sûr, sur la psychanalyse, mais surtout sur Winnicott. Les théories de Winnicott. Winnicott, c'est un psychologue, psychiatre, anglais. Donc, voilà. Et c'est lui qui a inventé la notion de doudou, le concept de doudou, c'est-à-dire que c'est l'objet transitionnel. Et Winnicott a parlé beaucoup de... Enfin, c'est la base de son travail, c'est le jeu. Donc il a écrit un livre que je recommande qui s'appelle Jeu et réalité et qui est pour moi la base de mon travail. Et donc je pense que c'est parce que peut-être que les anglo-saxons s'autorisent plus à jouer et que même si on joue, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. Voilà. Et donc moi j'invite les gens à venir jouer chez moi. Ben voilà, on va venir jouer chez toi. Voilà. Trouver l'enfant qui dort chez soi. Exactement, notre enfant intérieur, voilà, en soi. En soi. Très bien. Qu'est-ce que signifie pour toi avoir l'audace d'être soi? C'est-à-dire faire des choses et dire des choses et être d'une façon qui me semble alignée avec qui je suis, où je suis naturelle, sans m'inquiéter de ce que va penser l'autre. Voilà. Donc l'audace, c'est et faire des choses qui peuvent sembler risquées, qui peuvent sembler dangereuses aux yeux des autres. Pas forcément à tes yeux, à toi. Non, mais aux autres. Aux autres, oui. Et on le fait, puis les autres ont peur pour nous, mais on y va quand même. Ouais. Un exemple? Un exemple? Par exemple? Lorsque je suis partie de l'Afrique, c'était après mes études parce que mes parents ont insisté pour que j'aie quand même quelque chose en main avant de partir. Ben, je suis partie, je suis venue en Europe pour faire un tour du monde. Et j'avais 1000 francs en poche.
Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ça à 21 ans aujourd'hui. Voilà. C'était pas beaucoup et j'avais rien qui m'attendait. Je partais pour le tour du monde. Je pense que beaucoup de gens ont eu peur pour moi, sauf moi. Mhm. Ben, c'est là où tu as senti l'appel de ton âme. C'est ce que j'avais envie de faire. Ouais, j'avais envie profondément. de le faire. Et si je ne le faisais pas, je pense que toute ma vie, je me poserais la question de ça aurait été comment. Voilà. Je pense que ça, c'est un bon exemple de l'audace, c'est-à-dire que les autres ont peur pour soi et on le fait parce qu'on sent que c'est nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est bon pour nous, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qui t'anime profondément. Voilà. Donc, on arrive à la fin de l'interview. Je sais que tu voulais rajouter quelque chose. Oui. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait à changer de place à chaque question? Alors, c'est fait exprès. C'est pour donner un exemple de ce que c'est qu'un petit peu de musicothérapie active. Pourquoi active? Parce qu'il y a du rythme, il y a un aller-retour, il y a un balancement. Un balancement, ça rappelle le balancement peut-être lorsqu'on est dans le ventre de sa mère. Le balancement, c'est rassurant parce que ça va et ça vient, mais ça va et ça revient. Le balancement parce que c'est une continuité, c'est un cadre. Voilà, c'est la loi, ça rassure. Je ne sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est un petit exemple que ce que peut être. Là, j'ai combiné un peu un petit aspect de la musicothérapie dans mon atelier d'art-thérapie dans cette interview. C'est-à-dire de changer de décor pour chaque question. Voilà, ça crée le rythme. Oui, c'est du rythme, c'est du mouvement, donc c'est la vie. Et du mouvement. Voilà. Ben super. Merci beaucoup, Anita. Merci à vous.